Bienvenue dans Zoom Local, l'émission qui met en lumière les trésors culturels, naturels et humains du Témiscamingue. Aujourd'hui, nous faisons escale à Notre-Dame-du-Nord, au cœur d'un lieu fascinant où le passé reprend vie, le musée Fossiliarium. Préparez-vous à vivre un voyage dans le temps à la rencontre des créatures qui ont précédé notre monde moderne. Bienvenue au Fossiliarium. Nous sommes effectivement au Fossiliarium et avec André No, qui est géologue, avec elle nous allons vraiment avoir une très belle visite. Elle nous montrera en tout cas tout ce qu'il y a lieu de pouvoir être vu, aperçu et surtout apprécié. Elle prendra le temps de nous le présenter. André, avant de commencer certainement notre visite, parlez-nous un peu de vous. Bon, alors moi, je suis géologue de formation et spécialisée en paléontologie. Par des cours et puis évidemment par l'expérience que j'ai vécue ici au Témiscamingue. Comment est-ce que l'amour de la géologie est né en vous? Ça remonte à quelle année? Vous avez à quel âge vous avez commencé à prendre plaisir? Dieu, la géologie, bien, écoute, j'avais besoin de gagner ma vie comme plusieurs personnes. J'avais des amis géologues. Donc, à un moment donné, il y en a un qui m'a engagé pour faire du terrain un peu avec lui. Comme son équipe était partie, comme c'était l'automne, et puis je me suis rendu compte que j'étais bonne. Je me suis rendu compte que, j'arrivais tout de suite à, c'est telle roche, ça c'est du volcanique, ça c'est du granit. Et puis, donc, je me suis rendu compte que j'avais de la facilité. Et puis, comment je suis devenue géologue, ça c'est un hasard. C'est que je m'étais inscrite en biologie, c'était plus ma ligne. Et puis, quand je me suis présentée à l'université, trop tard, à l'automne, il n'y avait plus de cours finalement en paléontologie, non, en biologie. En biologie, OK. Donc, finalement, on m'a proposé de faire une session en géologie et j'ai adoré. J'ai trouvé ça une découverte pour moi, donc je suis restée en géologie. Mais évidemment, la paléontologie, on voit que c'est proche de la biologie. Hein? En réalité, on parle d'animaux qui sont morts il y a longtemps, mais qui ont un système de fonctionnement complètement différent du nôtre, finalement. Quelle est la définition la plus simple qu'on pourrait donner à la géologie? C'est quoi la géologie? Oh mon Dieu, bien, la géologie, c'est l'étude des roches. Puis en même temps de l'histoire, comment est-ce que ces roches-là se sont créées, et puis l'intérêt de ces roches-là aussi. Est-ce que la roche est commerciale? Est-ce qu'elle a un intérêt finalement au niveau pour faire une mine, autrement dit, ou une carrière ou quelque chose comme ça? Ou finalement c'est juste un intérêt historique? Alors, pour faire un peu d'histoire, comment est née l'idée de créer un musée, un fossiliarium à Notre-Dame-du-Nord? C'est ça. Bien, au départ, c'était tout simplement une petite exposition. C'est qu'au départ, moi, je voulais finalement me passer 2 cours. J'étais à la fin de mon cursus scolaire. Puis là, je savais qu'il y avait des fossiles ici, puis mon professeur de paléontologie ne le savait pas. Moi, je l'ai finalement instruit là-dessus. Et puis, je lui ai dit, bien, écoute, je vais aller faire une super belle ramasse de fossiles au Témiscamingue. Tu vas me créditer un cours. Et après, ben, je te fais un petit rapport. Et puis, tu me crédites un 2e cours. Alors, il m'a dit, commence par ramasser tes fossiles. On verra si ça vaut la peine pour ton rapport. Et finalement, j'ai découvert ici que c'était un royaume au niveau des fossiles. C'est extraordinaire. Il y a l'île Man, que le monde appelle l'île du docteur Lalande. C'est de toute beauté. Il y a des fossiles tout le tour. Il y en a du côté aussi du Québec. Il y en a du côté de l'Ontario parce que, évidemment, il y a 400 quelques millions d'années, il n'y avait pas de frontières. Donc, il y avait une grande mer, tout ça. Et puis, c'est ça, c'est des trésors qui... Puis présentement, en plus, on essaye de rapatrier certaines collections qui ont été ramassées par des géologues et des paléontologues il y a longtemps et qui finalement, maintenant, sont données à des musées. Donc, on va essayer d'en avoir de ces collections-là qui datent de 100 ans des fois. Wow, belle histoire. Alors, des premières années jusqu'à maintenant, vous avez vu le musée évoluer, je suppose. Oui. Quelles sont les différentes phases, les différents stades que le musée a connus dans sa croissance? Bien, au départ, c'était une exposition qu'on a faite avec la Société d'histoire. Et puis, moi, je suis venue travailler ici, pas nécessairement dans ce domaine-là. Et puis, j'ai dit aux gens, vous avez le rodéo du camion, c'est intéressant, mais à part de ça, de l'année, vous n'avez pas grand-chose. Donc, il y a une petite exposition qui serait intéressante. Donc, on a rapatrié l'exposition des fossiles ici. On louait un appartement l'été et puis on installait notre exposition. Et c'était beaucoup de travail dans le sens que des fossiles, c'est de la roche. Donc, il fallait prendre la roche, la monter au 3e étage de l'aréna. Et ça, c'était, mettons, à l'automne. Et au printemps, on redescendait notre roche, tu sais. Beaucoup d'ouvrage. Finalement, on s'est dit, non, un musée, ça serait tellement pratique. Puis on voyait pas, finalement, au départ, on était tellement omnibulés par le poids qu'on voyait l'intérêt, mais tu sais, on voyait surtout de réussir à la mettre à une place stable.
Et puis, grâce au Rodéo du Camion, on a fait comme un partenariat. On leur a offert, eux n'avaient pas le droit d'avoir un édifice à leur nom. OK. Donc, on leur a offert finalement d'avoir leur bureau ici, certains endroits pour avoir un petit peu entreposer des choses. Et puis, on était d'accord. Donc, on a bâti ce bâtiment-là. D'ailleurs, c'est les usines Shampoo. Ça, c'est bâti par section. OK. C'est 4 sections qui ont été bâties. Et puis, on s'est installé, le Rodéo de son côté, puis nous en bas et une partie en haut aussi. Extraordinaire ça. Alors dites-nous, dès les premiers instants ou les balbutiements de la création du musée, comment était la réaction des villageois et même des Témiscamiens? Ah, ben il y avait toutes sortes de réactions. Écoute, d'abord, les gens, on avait été chercher du matériel ici, on avait fait travailler les gens d'ici, donc les gens étaient fiers de ça. Tu sais, pas matériaux Shampoo, mais plutôt les usines Shampoo étaient très fiers de ce qu'ils avaient fait. Une entreprise locale, il faut le préciser. Oui, c'est ça, c'était une entreprise locale, ici, à Notre-Dame-du-Nord comme telle. Donc, il y a des gens qui les trouvaient bizarres. Alors, fossiles, pour certaines personnes, c'était des fossiles, hein? Des fossiles. Alors, on a reçu un jour une facture comme ça. Et puis, tranquillement, pas vite, on faisait des journées gratuites. Donc, les gens sont venus voir le musée, puis ils ont été vraiment intéressés. Ils trouvaient ça intéressant, finalement. Ils étaient fiers de ça. Et à mesure qu'on changeait, parce qu'il y a à peu près une douzaine d'années, on a refait l'extérieur et l'intérieur du musée aussi. Donc, on a mis de la tuile, on a mis, je sais pas moi. Ouais, on va aller voir tantôt. On va le voir tantôt. On a hâte d'y aller. On a tout refait l'exposition aussi. Et en dernier, on a ajouté une grosse sculpture à l'extérieur qui est visible, que vous allez peut-être montrer tantôt. Là, les gens, là, ils faisaient... On s'est rendu compte, puis on se l'est fait dire que les gens prenaient des promenades de soir pour aller voir la sculpture à l'extérieur. Oh, c'est beau ça. Ouais. Alors, des premières années jusqu'à maintenant, quand vous regardez, vous, votre parcours, votre implication et surtout toute l'énergie, le dynamisme que vous avez, qu'est-ce qui vous passe à l'esprit? Quel est le sentiment qui vous anime? Mon Dieu, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, là, tu sais. Mais c'était beaucoup d'ouvrage parce qu'on n'était pas financé par le gouvernement. La municipalité nous soutenait, nous a toujours soutenus. Aussi bien en ouvrant nos cours, en faisant du gazon, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qu'on n'était pas obligé de faire, qui était bien pratique. Et puis, il y avait toujours leurs 10 000 avec lequel on pouvait dire, ce 10 000 $-là, on arrivait avec on voulait avoir un projet, on disait, la municipalité met 10 000 $. La municipalité nous encourage. Donc, c'était vraiment important pour nous. Ça nous a vraiment aidés. Et le ministère de la Culture aussi, ponctuellement, nous donnait des sommes. Et puis, on avait des projets aussi. Là. Comment est construit le musée? On a combien d'espace? Combien Oh mon Dieu, écoute, il me semble que c'est 30... je vais parler en pied, hein? Parce que moi, j'avoue, en mètres, il y a des choses que... On va en pied, hein? On va aller en pied. Alors, c'est 30 pieds. Alors, toi, tu feras la traduction. Alors, c'est 30 pieds de large par 60 pieds de long sur 2 étages. Sur 2 étages. Oui, mais c'est toi qui a la partie, mettons, du Rodéo du Camion, qui est plutôt... qui sert à autre chose. Et là, on est au sous-sol ici. Oui, le sous-sol au complet est dédié au musée. On va y aller maintenant pour les toutes premières images, ou disons des affaires que vous voulez nous montrer. Oui, d'accord, OK. Alors ici, on a une magnifique sculpture. Alors, évidemment, on pose toujours la question aux gens. Alors, on commence notre exposition comme ça. Là. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est une plante ou un animal? Première des choses, il faut dire que ça vivait dans une mer. Dans une mer au Témiscamingue, il y a 400 et quelques millions d'années. Alors, ça, est-ce que c'est des pieds? Est-ce que c'est des racines? Là c'est sûr qu'on a du sable. Oui. Donc, ça, pour moi, je pourrais dire que c'est une plante. D'accord. Maintenant, on pourrait dire ça. Je pourrais dire. En tout cas, son nom, c'est crinoïde. Crinoïde. À cause de la crinière. La crinière qui est là. C'est ça. Oui, d'accord, OK. Alors, un autre essai? Je suis limité là, honnêtement. D'accord. Alors, on vous dira pas ce que c'est. Il faut que vous veniez voir, hein, parce que là, vraiment, c'est notre vedette. ça restera une grosse devinette, en tout cas, un quiz pour toutes ces personnes qui nous suivent. Exactement maintenant. Ça. Et déplacez-vous, venez au Fossilarium pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Exactement, c'est ça. André vous le dira exactement. Voir. Et vous dites, c'est plus de... Ça fait combien d'années ça, c'est... Ça remonte à quelle époque? Bon, je sais pas, l'époque... Je te dirais grosse comme ça, puis elle était beaucoup plus haute que ça. Elle pouvait atteindre jusqu'à 9 mètres de haut, là. Là, nous, on a mis cette hauteur-là parce qu'il fallait la voir. Mais autrement, elle aurait crevé le plafond, là. Mais est-ce qu'elle est... Bon, c'est sûr que... À l'époque, mais comment vous êtes arrivé à voir ça? Mais ça, c'est une reproduction. C'est une reproduction. Okay. Oui, c'est une reproduction. C'est qu'on est parti, évidemment, de fossiles qui avaient été trouvés ici. Et les artistes ont reconstruit, finalement,
la plante ou l'animal. C'est ça. Et qui sont ces artistes qui ont travaillé sur ces projets? Oh mon Dieu, écoute, je me rappelle plus de leur nom. Des Témiscamingues ou Non, on avait engagé une firme. Une firme, OK. Oui, c'est ça. Ben, 2 fois, on a engagé des firmes. Celle-là, c'est une firme de Québec, finalement. Québec. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure, c'est votre vedette ici. Oui, c'est notre vedette. Puis on a une falaise qui est construite avec des morceaux de cette chose. En tout cas, on n'aura pas plus de détails que ça. Pourquoi? Parce qu'André va vous inviter à venir au Fossilarium pour en savoir davantage. Donc, moi, je serai, c'est sûr, après l'émission. Elle va me dire exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais vous, déplacez-vous, faites le saut et venez au Fossilarium. C'est à Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue. Alors, quoi d'autre encore à nous Alors, présenter? on continue, parce qu'on va aller voir comment c'était finalement au départ, là. Parfait. Alors, on vient ici. Oui, c'est ça. Ici, on a comme le début de l'histoire, si on peut dire. Donc, alors, on voit notre ami le crinoïde. Alors, on le voit dans la mer, parce qu'il vivait dans la mer. Ici, au Témiscamingue, il y a 460 et 415 millions d'années. Wow. Et évidemment, il est mort. Un jour, il est mort. Alors, il s'est ramassé dans le fond. On voit qu'il est défait un peu. Il y a des couches de boue qui sont accumulées par-dessus. Il peut y en avoir, dans certains cas, 2 kilomètres. 2 kilomètres? Oui, 2 kilomètres d'épais. Et la mer est encore là. La mer est disparue. Évidemment, on fait notre histoire courte. Et puis, des centaines de millions d'années plus tard, un paléontologue ou une paléontologue le retrouve et essaye de le reconstituer. OK. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand il a été reconstitué. C'est ça. Oui. Et c'était vraiment au fond de la mer quand on voit ces images. Ça. Là, c'était alors très ici, profond. il y avait une grande mer qui recouvrait, en fin de compte, une bonne partie du Québec, du Témiscamingue, de l'Ontario, jusqu'au Manitoba. Cette mer-là, elle n'existe plus. Pardon, non, c'est une mer qui date de très, très longtemps. De très, très longtemps. Et puis, dans ce temps-là, les continents se promenaient. On va voir une carte tantôt où on était situé, là. Ici, bien, on explique la fossilisation. Et finalement, comment ça se passe, la fossilisation? Alors, dans certains cas, généralement, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui se conserve le plus dans un animal ou une plante? Mettons un animal. Les os. Les os, exactement. Hein? C'est la structure. Donc, c'est le squelette externe, comme on voit des pinces de crabe ici. C'est la coquille. Quand on parle d'un vertébré, bien là, on voit que c'est la colonne vertébrale d'un petit poisson. OK. Ah, c'est la colonne vertébrale d'un petit poisson. Eh oui. Et dans le cas des coraux, ben là, c'est une grosse structure très, très pesante, là. Et ici, on voit un crâne. Fait que ça, on explique ça aux enfants. Et ici, ben là, c'est notre petite chose. C'est le crâne de quel animal, ça? C'est un crâne de mammifère. De mammifère, OK. On n'avait pas le nom quand on l'a reçu parce qu'on a eu des donations, donc... Ça, c'est un don de la ville de Gatineau. Oui, exactement. Oui, la ville de Gatineau. Oligocène ou une oligocène, comment ça se dit là? Je vois le nom Oligocène et Nebraska. Oligocène. Oligocène, OK. Ouais, Oligocène, ben ça, c'est la période. C'est la période, OK. Oui, c'est ça. Mais Oligocène, c'est pas très loin, là, quand même. Et là, on a des cristaux de silice. Ben oui, c'est que dans le fond, qu'est-ce que c'est qui fait les coquilles? Ben généralement, c'est de la calcite, du calcium, du calcite. Mais dans certains cas, il y a des remplacements. C'est comme là, on voit la coquille est très, très belle, là. C'est de la pyrite qui a remplacé. De la pyrite, c'est ça. C'est ça qui a remplacé le calcium de la coquille. Mais c'est encore un fossile, c'est un très beau fossile, on voit la forme, mais c'est plus le calcium original. Et dans le cas de ce bois-là, ici, du bois, évidemment, c'est pas fait avec il n'y a pas du calcium là-dedans normalement. Il n'y a pas de structure. Il y a une structure, mais dans le fond, c'est pas de l'os. Mais les minéraux sont passés là-dedans et ont remplacé la structure du bois. Et puis là, c'est devenu de la roche. Et ce bois-là, ou disons cette roche, la date de quelle époque? Celui-là, il n'est pas écrit. C'est sûr que ça date des années... Ah, c'est très, très vieux. Ça peut avoir, mettons, je sais pas moi, 150 millions d'années, ou ça peut avoir, mettons, peut-être que ça a peut-être juste 30 millions d'années. 30 millions d'années? Oui, c'est ça. Mais c'est jeune par rapport à nos fossiles. Là. Puis là, c'est plus loin. Dans la paléontologie, là, on va un petit peu plus loin. Fait qu'on n'en parlera pas parce que c'est compliqué. Puis ça dépend des personnes qui viennent. Les enfants, évidemment, on résume plus. Et puis quand on a des gens qui sont passionnés, ben on en met, on a plein de choses dont on peut vous parler. C'est quoi la paléontologie? La paléontologie, c'est l'étude des animaux morts. C'est des fossiles. Alors, c'est pas des êtres humains, mais excepté que quand quelqu'un fait de l'archéologie, mettons, si tu vas très, très loin, ben là, des fois, tu vas justement te servir aussi de la paléontologie parce que, mettons, des restes humains vont avoir été trouvés, mettons, avec, je sais pas moi,
un tigre à dents de sabre, mettons, je sais pas quoi, en tout cas, mettons dans une caverne en Europe, là, tu sais. Bon, ben, il va dire, ah, OK, bon, ben, il chassait tel animal ou il l'avait mangé, ou en tout cas. Donc, finalement, la paléontologie, l'archéologie, des fois, elle se retouche, là. OK. Pas mal de similitudes entre... Ouais, c'est ça. Ça, ici, ben, c'est de la paléontologie plus avancée. Donc, on passe ça vite, ou on l'explique si on a le temps, puis si les gens ont de l'intérêt. Prochaine étape. Prochaine étape, on va aller voir finalement la collection locale et on va aller voir comment étaient disposés les continents. Parfait. À l'époque de nos fossiles. Alors, on va ici dans la collection locale, jusque là-bas. Alors, oui, je m'excuse. Ici, ce qui est intéressant de regarder, c'est on voit le globe terrestre et on voit les continents. Une partie des continents, finalement, il y a 460 millions d'années ici. Ouais. Alors, on a eu 2 mers qui ont envahi le Témiscamingue 1 et 2. Ici, on voit le Québec. Alors, on verra peut-être pas beaucoup, là, mais on voit une petite partie du Québec, finalement. Exactement, c'est ça. Alors, mais la mer, elle a envahi quand même une bonne partie de ça, là, pendant l'Ordovicien, que ça s'appelait, il y a 460 millions d'années. Et ici, il y a une ligne qui passe ici. Alors, comment on appelle cette ligne-là, normalement? La ligne sur le globe, là, la ligne qui passe dans le milieu ici, là. L'équateur. Alors, l'équateur est là. Et puis, donc, on était à l'équateur. Donc, on a finalement des animaux tropicaux, marins et tropicaux qu'on a ici. Wow! OK? Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que nous, finalement, on les connaît pas. Tu sais, on vit pas en bord de mer. Donc, si on vivait en bord de mer, on aurait vu peut-être un corail sur le bord, on aurait vu une coquille, là, mais on les voit pas, on les connaît pas. Fait que donc, en même temps, ça nous permet de connaître des animaux qu'on n'aurait pas connus. Et ça, c'est l'autre mer, le Silurien, finalement, qui aura envahi. Mais c'est ça. Donc, la période, la première mer était au Témiscamingue, au Québec, il y a 460 millions d'années. Oui. Et la deuxième période, c'était... C'est 420 millions d'années. Donc, c'est pas longtemps après, quand même. On va dire 40 millions d'années d'écart entre les deux périodes. C'est ça. C'est ça. Puis on voit que les continents bougent, hein? C'est vraiment clair. Puis ils bougent encore aujourd'hui, mais moins rapidement. Ouais, la croûte terrestre est plus épaisse, donc ça bouge un petit peu plus lentement. L'âge d'or des invertébrés marins. À cette époque, la vie était constituée en très grande partie d'invertébrés marins vivant en eau peu profonde autour des récifs. Ça, c'était vraiment la réalité des eaux. C'est ça. C'est que à l'Ordovicien, tous les animaux vivaient dans la mer. Imagine, il n'y avait pas d'animaux sur la terre. Tu sais, c'est vrai, oui. C'est fou, ça, en réalité. Oui, tu sais, on pense, tu sais, ah non, mais non, il n'y avait rien sur la terre. Il commençait à avoir des plantes à cette époque-là. Les animaux, donc tous les animaux, le lion vivait... il n'y avait pas de lion. Ben non. C'était des invertébrés. Des invertébrés. Il commençait à avoir des poissons, on va le voir tantôt, là. Il commençait à avoir quelques poissons, mais qui n'avaient presque pas d'os. Tu sais, c'était comme des lamproies, là, tu sais, comme un ver quasiment, là. Mais qu'est-ce qui a favorisé le changement et finalement on s'est retrouvé après avec des animaux qui vivaient sur la Terre? Qu'est-ce qui a favorisé? Ben là, on va le voir tantôt. OK. Là, je pose beaucoup de questions. Je comprends, mais ta question parce qu'on est là, donc je me dis, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment se fait-il qu'il y avait des animaux avant qu'ils vivaient dans la mer? Ben, regarde, là, t'as des plantes qui ont commencé à coloniser la Terre. OK. Bon, rendu ici, ben là, il y a des animaux qui étaient là-dedans, là, qui se sont dit, ah ben, il y a peut-être quelque chose à manger finalement, tu sais. Peut-être que la mer, il y avait plein de monde, là. Et alors, tu sais, donc, il y avait beaucoup de concurrence. Il y avait beaucoup de concurrence, des défis aussi de nourriture. C'est ça, donc, tu t'en vas sur la terre, t'es tout seul. Ah, c'est intéressant, puis il y a des plantes à manger. Fait que, puis après ça, ben là, tu ramasses avec plusieurs, donc tu manges tes voisins. Mais. Est-ce que ces animaux, finalement, qui vivaient dans la mer, ont finalement appris à vivre sur la terre? Exactement ça. Ils se sont adaptés à la réalité terrestre. Exactement, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on va parler de ça tantôt, dans l'autre section. J'ai hâte de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux périodes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici tantôt? Ben, ici, là, c'est pas exactement de la roche du Témiscamingue, mais on commence avec, finalement, des plantes. Alors, c'est les premiers êtres qui ont laissé des traces, on peut dire, sur la Terre. C'est des stromatolites. Des stromatolites. Des stromatolites, on voit, vois-tu, les cercles que tu vois. Alors, c'est des algues unicellulaires, mais qui vivent en colonie. Alors, là, on ouvre notre beau petit tiroir et puis on voit les algues. Alors, chaque petite algue, on les voit ici, là, évidemment. Alors, au départ, tu vois, ils font un tapis. Et puis, pendant le jour, la croissance se fait plutôt vers le haut parce qu'ils sont attirés par les rayons du soleil. Et
L'autre, lui, ils vont faire un tapis plus longitudinal. Ici, ils vont avoir capturé des grains et toutes sortes de choses. Alors, ça fait comme ça des sections, ça fait comme des boules dans le paysage, dans le bord de la mer, je devrais plutôt dire. Et ça, ici, mais il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. Parce que ils se font grignoter, ils se font grignoter par les poissons. Par les poissons, OK. Par toutes sortes des animaux marins, finalement. Mais ils peuvent vivre dans des milieux où il y a beaucoup, beaucoup de sel. Est-ce qu'on en a encore au Témiscamingue? Pardon? On en a encore au Témiscamingue? Non, on n'en a plus. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu, justement, il y a 420 millions d'années. Ils en ont trouvé. Mais on a vu les photos, mais ils n'existent plus parce qu'il y a une route qui a passé là. Et ça, c'est un stromatolite? Oui, ça, c'est un stromatolite. C'est pas très visible, hein, mais honnêtement, là, on voit un petit rond ici. C'est pourquoi on utilise... Oui, tu peux regarder la loupe. OK. Ça, on arrive à voir quand même. Ah oui. Avec la loupe. Oui, c'est vrai. Oui, les loupes, c'est quand même vraiment plaisant. Ouais. Puis, tout ça, ce sont des stromatolites. Hein. Le petit dôme aggloméré, c'est les différentes formes de stromatolites. Est-ce qu'il y a des espèces différentes ou Écoute, je suis pas, mes connaissances en stromatolites sont très limitées. Okay. Oui. Ça a une forme très bizarre, hein? Oui. Mais regarde, tu vois là, le rond ici, regarde, tu vois, c'est comme une colonne qui monte, tu vois-tu, là? C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors là, il a grossi comme ça, puis il y en a un autre collé après lui, là, tu vois, à côté, là. Ceux-là sont en forme allongée. Celui-là, ben, il a été coupé drôlement, qui n'est pas facile à voir. Mais il est beau, celui-là. On a l'impression que c'est comme du carreau. Oui, comme si c'était fait par des constructeurs. Fait que c'est dans de la roche sédimentaire, mais qui a 2 milliards d'années. C'est très beau. Oui. Fait que ça, on a été chanceux. Ça a été des dons ça, de la mine Noranda, entre autres. Et puis, celui-là, de la ville de Gatineau. Et puis celui-là, ici, ça vient de l'Université Laurentienne, à Sudbury. Ouais, c'est ça. Mais celui-là, il est plus jeune. Il y a 2,1 milliards d'années au lieu d'avoir 2,7 milliards. Ah, c'est le plus récent, hein? Oui. C'est le plus jeune parmi ses aînés. Très jeune. 2,1 milliards d'années. Là, on tombe dans vraiment les roches du Témiscamingue. Et ça, comment on les appelle? Les stromatopores. Stromatopores. Stromatopores, il faut penser à porc, et ça veut pas dire cochon. Ouais. Ça veut dire des porcs. Oui, ça veut dire des trous. Alors ça, c'est quoi pour toi? Ça ressemble à... C'est très, très simple, hein? L'éponge. Eh oui, c'est une éponge. Alors, c'est une éponge. Quand on dit aux jeunes, c'est tellement évident, on dit, ben là. Mais après, on veut réfléchir, je t'ai posé beaucoup de questions. Non, c'est l'éponge qui était. C'est tout simplement une éponge. Et c'est une éponge, évidemment, c'est une imitation d'éponge. Les vraies éponges marines, ça en est une ici. OK, ça, c'est une vraie éponge. Ça en est une vraie. On avait une autre vraie, elle ici, elle était en morceaux maintenant. Elle a eu une vie un peu difficile. Parce qu'on laisse les gens manipuler. On trouve ça important que les gens manipulent, regardent de proche, tout ça. C'est sûr qu'il y a la différence, elle est tout de suite au niveau de la texture. Fait que c'est des éponges, mais avec un squelette calcaire. OK. Mais il y avait quand même toutes des petites ouvertures. Alors, une éponge, parce qu'ici, on les présente comme on pense que l'évolution s'est passée. Mais ils vivaient tous dans la même mer. Mais là, on essaye d'expliquer l'évolution des animaux. Des êtres vivants, mettons. Surtout des animaux. Fait que ici... Et ça, vous avez écrit actuel. Donc, à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on les retrouve. Oui. Oui, ça en est une là, qui date de longtemps. Et puis, mais c'est une vraie éponge aussi. Fait qu'on présente toujours l'actuel et après ça, le fossile après. Et comment les éponges se forment, ces stromatopores? Comment tu dis? Comment ça se forme? Ah ben écoute, c'est une bonne question, faut que je vais pas dire, mais probablement que c'est une larve. Okay. C'est une petite larve qui va comme les coraux, c'est un peu la même chose. Elle va se fixer au fond, puis elle va se diviser. Ça va se diviser en plusieurs. Mais les stromatopores, il n'y a aucun organe. Aucun organe? Non. Alors, c'est toutes des cellules individuelles qui vont faire la job, comme on dit. Alors, il y en a qui servent, celles qui sont autour des ouvertures, ils vont manger, ils sont bien placés. Puis, il y en a qui vont venir chercher la nourriture, qui vont nourrir les cellules qui sont entre. Et il y en a qui vont servir de nerfs, d'autres de muscles. On pourrait quasiment faire une petite animation avec ça serait drôle. Et puis, ben, c'est ça. Fait que là, lui, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Est-ce que finalement, vu que c'est mangé, c'est rangé, ils finissent par disparaître? Ah, ben, ceux-là, ils résistent parce qu'ils ont un squelette calcaire. Okay. C'est pour ça qu'on les voit. Okay. Parce que dans la mer, à cette époque-là, on voit à peu près 1/3 des animaux qui existaient. Les autres, il n'y avait pas de coquilles, il n'y avait pas de structure, on ne sait pas. Et des fois, les vers, il y avait des vers, on trouve des trous de verre, mais on ne sait pas ce que les vers avaient l'air. Là.
Puis ici, ben là, ça c'est... On a des beaux... autrement dit, on a des petits tiroirs qui expliquent des choses. Là, on les expliquera pas toutes. Mais tu sais, quand les gens sont intéressés, on les ouvre, on explique, bon, comment est-ce que... Tu sais, on met des numéros, par exemple, sur les fossiles. On met... on les catalogue. Ils sont tous mis, autrement dit, dans une fiche. Et puis tout ça, on leur donne un nom, puis un numéro pour les retrouver, pour savoir où on les a trouvés, c'est quoi le nom, tout ça. Donc, comment vous les nommez? C'est quoi le principe pour donner? Est-ce que vous le faites en fonction de votre réalité actuelle? Du nom de vos enfants. Ah, ça sera le fun! Écoute, il y en a eu, là. Mais nous, on n'est pas assez important pour ça. Mais si jamais, parce qu'on a trouvé des fossiles, effectivement, qui n'ont jamais été peut-être trouvés au Témiscamingue ni ailleurs. Mais il faudrait... on est allé à un moment donné, une fois de temps en temps à Ottawa, mais on n'a pas toujours le temps d'y aller pour les faire expertiser. Et si, mettons que moi, j'aurais trouvé un fossile, ben il serait prêt... Peut-être, je sais pas, moi... Fossile André... Noli Oil. Quelque chose comme ça, tu sais. Mais on n'est pas rendu là encore. Donc, si moi, je trouve un fossile, ça pourrait... Mon nom de famille, c'est Brou. Ça sera Brouoli. Ah oui, Brouoli. Oui, ça serait bien. Ça serait Brouoli. Ben, dépêche-toi. Il y en a encore. D'accord. Intéressant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des coraux tabulés et rugosa. Dites-nous un tout petit peu, racontez-nous plus. C'est quoi les coraux tabulés et rugosa? Ben, les coraux tabulés, ça veut dire des coraux qui vivent en colonie. Alors, plusieurs animaux. Ah, rugosa solitaire, donc c'est sûr. Ouais, le rugosa solitaire, justement, c'est un seul animal dans une structure. OK. Et les coraux, évidemment, nous disent, évidemment, qu'on était dans une époque tropicale. On était dans une mer tropicale. Alors ici, on voit, bien évidemment, les coraux d'aujourd'hui. 2 coraux d'aujourd'hui, ils viennent dans le coin de Cuba, je pense. Ah, ça, aussi, c'est un don. Don de Guy Girardot. C'est ça. Et puis, ici, on voit bien quand même les ouvertures. Et dans chaque ouverture, il y a un animal qui a l'air d'un petit sac avec des tentacules. Et puis, c'est toutes des clones, c'est toutes des jumeaux. Parce que c'est une larve qui va se fixer. La deuxième journée, elle va se diviser en deux. Ça a une forme d'éventail comme ça. Et c'est juste le dessus de la colonie qui vit, évidemment. C'est comme les coraux d'aujourd'hui aussi, mais ceux-là, ils ont tous disparu. Ces espèces-là, évidemment, ont disparu. Et puis là, on a un petit jeu ici où les gens peuvent essayer de trouver, évidemment, où placer, suivant la forme des alvéoles, placer les coraux au bon endroit. Non, faut pas tricher. Non, tu triches pas. Non, qu'est-ce qu'on fait? Ça ici, ben, t'as la forme, évidemment, du... OK. Mais on nous faut jouer ou... Oui, tu as le droit, si ça te tente, tu peux le faire. Je peux ouvrir aussi? Ben oui. Ça, c'est sûr que c'est de la rugosa solitaire. Oui. Ça, c'est le alicite, c'est ça? Oui. Si on nous bien. Ça, c'est le favocite. Oui. Et ça, c'est le Syringopora. Syringopora. Oui, c'est ça. J'ai réussi? Ben, t'es pas mal bon, là. J'ai réussi? Ah, ben, t'as réussi 100%. Fait que là, on va les mêler, hein, parce que les prochains qui vont venir, là, faut pas qu'ils le trouvent aussi vite, là. On va les mêler comme ça, on va les mélanger comme ça, parfait. C'est quoi un rugosa colonial? Ben, un rugosa colonial, ben là, c'est évidemment cette partie-là. Et puis, ils sont plusieurs ensemble. Alors là, ils font un petit peu comme nos coraux. Si tu les regardes, celui-là, on voit-tu comme faux? Pas tellement. Mais il y a des petits conduits qui, d'une tige à l'autre, qui va amener la nourriture. Alors, en plus, ils partagent leur nourriture. Ils sont très, très, très gentils. Ouais, vraiment, quelle générosité. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est nos coraux. On va passer à un autre.